Bonjour à tous. Donc, je suis, comme l'a précisé Céline, en deuxième année de doctorat en arts et sciences de l'art à Bruxelles. Donc, je travaille conjointement en partenariat avec l'Académie des Beaux-Arts et l'ULB dans le laboratoire de recherche qui s'appelle le REPI. C'est un laboratoire de recherche et enseignement en politique internationale. Donc je développe en même temps un travail plastique et une réflexion théorique sur les conséquences de la guerre sur notre environnement visuel et particulièrement d'un point de vue aérien et directement les conséquences de la guerre sur l'architecture et les territoires. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter un bref historique de ce qu'était la reconnaissance aérienne militaire. En vous présentant du coup des archives à partir desquelles je travaille dans mon travail plastique. Et dans un second temps, je vous présenterai du coup certains projets que j'ai réalisés à partir de ces archives. Mais plus précisément mes recherches actuelles et mes problématiques de thèse. Donc, à partir de l'étude d'archives militaires, il est intéressant de constater le rôle décisif de la vue aérienne dans l'évolution géographique d'un territoire. Les modifications et évolutions topographiques, ces paysages et territoires qui sont liés à la géopolitique et aux situations de conflit, sous-tendent ce rapport évident entre intérieur-extérieur, visible-invisible, un espace qu'on ne voit pas, dissimulé, caché. La reconnaissance aérienne militaire permettait à l'époque la collecte de renseignements par le biais de l'image. Des appareils photos et autres caméras étaient à l'origine fixés sur des pigeons, des montgolfières, des ballons, puis ensuite sur des avions. Le terrain, donc le champ de bataille, devient un lieu d'exploration à la manière d'un plateau de tournage de cinéma où les avions et autres caméras, systèmes d'exploitation prennent le dessus sur le conflit. Donc, dès lors, un champ de bataille détruit ne ressemble désormais guère plus à une scène de désolation qu'à un paysage abstrait, régi par la linéarité de la composition du paysage. Ces vues annoncent dès lors les cartes par avion qui seront réalisées dans le but de cartographier les champs de bataille, mais joueront également un rôle décisif quant au devenir architectural des villes. Donc d'un point de vue stratégique, il apparaît en effet non négligeable à l'époque qu'un échange entre les airs et le sol devient désormais possible, surtout en général en campagne. Le photographe tirait en fait ses positifs sur verre et les envoyait ainsi directement de sa nacelle au responsable militaire, à l'aide d'une petite boîte qu'il faisait glisser le long d'une corde. Ces images permettaient en effet au général de pouvoir bénéficier donc d'un point de vue global sur l'organisation de ses actions et d'anticiper sur ses prochains exploits. Une stratégie que la guerre moderne fera sienne quelques années plus tard. Transformant notre regard et la vision que nous avions du monde, l'imagerie aérienne, grâce aux technologies contemporaines, permet donc une approche globale des environnements dans lesquels nous vivons, construisant un espace désormais entièrement franchissable. Mariage inévitable de l'avion et de l'appareil photo qui se conclura par la photographie aérienne, il est important de souligner les changements des modes de perception qu'a engendré cette invention. Provoquant donc un nouvel effet visuel, la verticalité du point de vue permet en effet un élargissement du champ de vision, une hauteur qui va de pair avec le resserrement progressif du monde vu d'en haut, peu à peu mis à plat et devenant donc un espace abstrait dépossédé de lignes d'horizon. Cette nouvelle conception de l'espace apporte également une vision purement fonctionnelle de la vue aérienne. À travers l'objectivité des nouveaux moyens de reproduction tels que la photographie et le cinéma, la vision aérienne devient le substitut des images cartographiques. Mais il faudra attendre la fin de la Première Guerre mondiale pour que le cinéma rende compte véritablement de l'intensité et de l'émotion étroitement liées dans la découverte de ce nouvel espace-temps. Ces nouveaux moyens de reproduction, tels que la photographie et le cinéma, annoncent déjà ce que deviendra l'instrumentalisation de la vision aérienne, qui, par ses qualités de reconnaissance et de précision, sera mise au service d'exploits technologiques extraordinaires. Donc la première guerre du Golfe a effectivement marqué un tournant dans l'histoire militaire par l'utilisation de moyens technologiques ultra sophistiqués, ce qui permettait donc une retransmission en direct du conflit. Donc c'était une guerre du réel, comme on pouvait l'appeler, et donc qui a remis en question l'idée de la représentation de la guerre et de la crédibilité du reportage. Les images retransmises par les satellites offraient donc une toute autre vision du conflit dans une nouvelle perspective,
abolissant tout repère spatiaux et temporel, et où les territoires devenaient des cartographies de reconnaissance aérienne. Cette reconnaissance aérienne de précision fut décisive pour l'organisation des opérations de la guerre du Golfe. Ce regard fixe, celui de la caméra examinant le terrain dans ses moindres détails, permit aux militaires de détecter la moindre présence ennemie afin d'organiser au mieux leur déploiement au sol. L'imagerie militaire s'enrichissait ainsi dans l'obtention de documents et de données ultra précises quant au ciblage des opérations. Guerre en images et guerre de l'image par l'utilisation de ces nouveaux moyens numériques, ces clichés aériens tactiques illustrent donc une façon de voir le monde. Alors, que représentent réellement ces images ? Donc, ces documents que je viens de vous présenter, ce sont des archives personnelles qui me viennent de mon père, qui était officier de renseignement dans l'armée de l'air lors de la première guerre du Golfe. Et donc, elles rendent compte des missions dont il s'est occupé et qu'il a préparées. Et donc, c'était des missions pour la plupart offensives. Donc, ces photographies, ce sont des images qui ont été prises par les avions de chasse français, donc les Jaguars, qui bombardaient les objectifs au Koweït et en Irak. Elles étaient prises systématiquement à chaque bombardement et elles permettaient de voir le résultat. Donc, au retour des missions, elles étaient immédiatement développées et transmises à l'officier de renseignement qui les exploitait et qui les analysait. Et elles servaient à compléter les comptes rendus de mission et à avoir une idée du dispositif militaire ennemi afin de préparer plus efficacement les missions suivantes. Donc, sur certaines des photos, donc en l'occurrence pour celle-ci, il y avait une légende. Donc, c'était la même légende sur toutes les photos, donc c'était vraiment un standard. Donc, LPM Det Jag signifiait détachement Jaguar. FAF, French Air Force, signifiait que l'armée française faisait partie d'une coalition, donc en fait que les photos pouvaient aussi être transmises aux Alliés. 4701J, c'était le numéro de la mission. Ensuite, il y a l'heure, la date et l'heure de prise de la photo. 7,5 x 4, c'était la dimension de la pellicule. 5000 mètres, l'altitude de la prise de vue, donc l'altitude du bombardement. Ensuite, on avait les coordonnées géographiques à partir du centre de la photo. Et ensuite, le nom de l'opération. Donc là, en l'occurrence, c'était l'opération Daguet. Autre type d'image. Donc les petites images de gauche, ce sont des captures d'écran vidéo, également de la première guerre du Golfe. Et les images de droite, ce sont des captures d'écran de drones prises lors de la guerre du Kosovo en 2002. Et je voulais également vous présenter deux petits extraits vidéo. Donc des vidéos qui ont également été prises lors de la première guerre du Golfe. Ok, on a mis go. C'est vraiment les Olympiques travers ouest de l'île. 470. Le remontement avec le l'ouest de l'île, parce que dans l'île. Ensuite, j'ai l'air à niveau 130. Le minimum va faire moins de 2 0. Oui, 2 0 pendant la base, mais c'est pas exactement. Ah, au bingo, président. Niveau, on me prend.
Voilà, donc de toute façon, c'est un peu le même type d'image pendant toute la vidéo, qui dure quand même 1h30. Donc cette vidéo, donc en fait, elle représente des tirs de missiles air-sol guidés laser. Et à chaque début en fait comment dire, il y a d'abord en fait la recherche précise de l'objectif, et en l'occurrence c'était des pylônes de télécommunications, des hangarettes, des dépôts de munitions, des ponts. Et ensuite, une fois que l'objectif était accroché, le missile était tiré et la vidéo, du coup, enregistrait son impact jusqu'à la cible, d'où en fait le décompte. Donc on avait le résultat du bombardement dès le retour de l'avion. Et chaque avion emportait un missile avec un petit pod qui est en fait un petit container rajouté sous l'appareil qui permettait d'y placer des caméras et des appareils photo. Donc c'est le même avion qui illuminait sa cible et qui tirait son missile. Et le deuxième extrait. Tous les points sont renseignés en amplitude, en vitesse et en timing. Paris, associé à cette mission. Tout peut apparaître. On a donc superposé aux lignes rouges qui sont uniquement les limites des zones d'exercice, une flotte et FSCL. Un pont en fait situé d'est en ouest. Et plus au sud, tous ces ronds verts symbolisent les cibles. Voilà, donc dans cette vidéo, c'est en fait un montage qui a été réalisé par des journalistes et le service presse des armées. Et donc c'était un petit peu une vidéo souvenir qui a été réalisée en fait en hommage à un soldat mort pendant la guerre en décembre 1990. Et dans ces images, on y voit en fait l'intimité du quotidien des militaires. On les voit préparer leur mission, l'environnement dans lequel ils ont vécu pendant ces quelques mois de conflit, l'armement des avions, le décollage des Jaguars, ainsi que leur moment de détente. Voilà. Donc maintenant, je vais vous présenter un petit peu les projets que j'ai réalisés à partir de ces archives. Donc dans un premier temps, je voudrais préciser que c'est vraiment un regard de plasticienne que j'ai sur ces documents. C'est une base de travail que j'utilise en fait depuis 2009 et à laquelle je me réfère régulièrement et qui m'a aussi permis de construire une réflexion théorique par rapport à mes projets plastiques dans le cadre de mon doctorat. Donc ce sont des documents qui sont classés aujourd'hui. Et ce qui m'a intéressé, c'était que le message n'est plus du tout le même. Et donc c'est vraiment une dimension sur laquelle j'avais envie de travailler aujourd'hui. Voilà, donc de manière générale, dans mon travail plastique, j'établis des liens entre des structures et des architectures que je tente de capter à travers le médium de la photographie.
Donc il y a toujours un rapport à la construction et à l'homme, mais sans que sa présence ne soit clairement définie. Je travaille aussi beaucoup à partir de photographies de chantier que je répertorie par ville et par année. Et donc ça me permet en fait de créer un rapport entre un point de rencontre, entre un paysage urbain en destruction et un chantier en construction. Voilà, donc et j'avais écrit un mémoire en 4e année quand j'étais aux Arts décoratifs de Paris qui s'intitulait Surface entaillée, réflexion sur la guerre, la technique et le corps. Et ça a été le point de départ de ma réflexion théorique sur ces vues aériennes. Et c'est ce qui m'a amené vers la recherche. Donc dans ces recherches, j'ai choisi de ne travailler qu'avec des vues aériennes. Car ce qui m'intéresse, c'est vraiment le rapport entre la verticalité et l'horizontalité, les projectiles et leur surface d'impact, et particulièrement l'impact des bombes. Donc voilà, je vous ai fait un petit schéma, je ne sais pas si vous voyez très bien ce qu'il y a écrit. Donc pour résumer un peu ma problématique, c'est comment un élément qui exerce une force vient perturber une surface a priori fixe et lisse. Voilà, et du coup, j'ai vraiment resserré mes problématiques autour de la question du bombardement. Donc le premier projet que j'ai réalisé à partir de ces archives, c'est un panoramique. Donc c'est un tirage numérique qui mesure 2 mètres par 1 mètre. Donc c'est la reconstitution de 3 images. Et ce qui m'avait frappé tout d'abord, c'était la qualité et la netteté du détail. C'était également la perte de repères et la perte de toute notion d'échelle. Et puis j'ai directement aussi fait référence à l'élevage de poussière de Man Ray et Marcel Duchamp, réalisé en 1920. Le choix du grand format s'explique aussi par le fait de vouloir en fait faire entrer le spectateur dans ce paysage presque abstrait, mais dans lequel on y distingue clairement le moindre détail. Donc on peut y voir par exemple des avions qui sont posés au sol. Ce projet, donc c'est un projet de photogravure que j'ai réalisé en 2014. Donc c'est une série de 9 photogravures sur acier poli. Donc le format, j'ai choisi en fait de garder le format des images. Donc c'est un format de 30 par 30, un format carré. J'ai choisi de travailler sur de l'acier parce que c'est un matériau qui rouille et ce qui m'a intéressé, c'était dans le fait d'ancrer ces images dans cette matière, c'était de travailler aussi sur la trace et la disparition, et que avec le temps en fait le matériau reprenne le dessus et que les images soient vouées à disparaître. Donc vous avez un détail à droite de ces images sur acier. Ça, ce sont des tirages papier, des photogravures. Il me paraissait intéressant de rappeler aussi, par le fait du tirage papier, de rappeler la valeur de document de ces archives et d'effectuer un rapprochement temporel entre leur date de prise de vue et mon travail aujourd'hui. Ce travail, c'était donc un travail à partir des extraits vidéo que je vous ai montré tout à l'heure. Je l'ai intitulé Solitudo et j'y ai présenté un texte. Et c'est le premier projet dans lequel j'ai inclus la dimension biographique de ces archives. J'avais demandé à mon père, il y a quelques années, en fait, de m'écrire un texte dans lequel il me racontait comment s'était passée la guerre. Et voilà, du coup, c'était un texte qui m'était adressé, qui était très personnel, et je l'ai mis en relation avec ces archives. Ce projet, c'est un projet en cours qui porte sur les coordonnées géographiques des images. Donc, il y a quelques images où les coordonnées géographiques sont inscrites, et donc j'ai tapé dans Google Maps et Google Earth
J'avais envie de savoir si on pouvait encore retrouver ces paysages et si justement il y avait une évolution ou une transformation entre les années 90 et aujourd'hui. Et je me suis rendu compte que le paysage avait très peu changé, voire pas du tout. Et certains lieux sont d'ailleurs inaccessibles et les images restent complètement floutées. J'ai eu la chance récemment de travailler au musée de l'Armée à Bruxelles, dans le département des archives. Et j'ai découvert des nouveaux documents qui m'ont permis d'alimenter mes recherches de façon assez conséquente. Et donc j'ai ouvert mon travail récemment à d'autres archives. Et puis ça m'a permis de vraiment resserrer mes problématiques autour de la question du bombardement, spécifiquement bombardement par avion. Donc voilà le type d'archives avec lesquelles je travaille ces derniers temps. Le dernier projet sur lequel je travaille, je l'ai appelé The Death of a Messerschmitt. Donc je me suis inspirée d'une photocopie d'une archive trouvée dans ce musée que je vous ai présentée à gauche. Donc j'ai utilisé de la poudre de graphite argenté et du noir d'os animal pour ce travail. Et donc par le biais d'une composition sur plaque d'acier, j'avais envie de travailler en fait sur la chute d'un avion qui vient d'être touché. Et particulièrement du coup sur la fumée qui se dégage de l'avion alors qu'il est encore en vol. Voilà. Et j'ai également découvert des vieux cours de bombardement écrits par des militaires de l'école aéronautique de Bruxelles en 1938. Je vais vous en citer un petit passage. Des théoriciens italiens et allemands prétendent que dans la Terre ordinaire, les bombes de 100 kg pénètrent de 2 à 3 mètres, provoquant un entonnoir de 3 à 3,5 mètres de rayon. Les bombes de 300 kg ont une force de pénétration de 5 à 6 mètres. Les bombes de 500 kg s'enfoncent jusqu'à 10 à 12 mètres et celles de 1000 kg de 15 à 18 mètres, creusant des entonnoirs respectivement de 7 et 12 mètres de rayon. Pour être à l'abri des bombes de 500 kg, il est prudent d'avoir au-dessus de soi au moins 13 mètres de terre ou 3,5 mètres de béton. En ce qui concerne les bombes de 1000 kg, il faut 24 mètres de terre au-dessus du soi ou 4 mètres de béton. En tout cas, des bombes moyennes de l'ordre de 100 à 300 kg sont capables de percer plusieurs étages et, grâce à leur effet de souffle, de provoquer l'écroulement d'un gros immeuble. Donc, à partir de ces données, j'ai aujourd'hui le projet de reconstituer un entonnoir type de bombardement d'une bombe de 100 kg afin que le spectateur puisse se rendre compte à échelle 1 de l'impact de ce type de bombe sur le sol. Voilà, donc j'aimerais conclure avec une citation du peintre Francis Bacon qui considérait le désert comme étant étroitement lié à la poussière. Ce qu'il y a à propos du chaos, c'est que je peux utiliser la poussière. J'ai utilisé la poussière du studio pour ces tableaux. La poussière semble être éternelle, elle semble être la seule chose qui dure éternellement.